C'est en ligne. Si vous voulez partager le lien sur votre page Facebook, c'est Aziz. Le lien Oui, est je fais. disponible maintenant. OK. C'est Abslam Fahsi. Sabah al-Nour. Bonjour. Vous avez levé la main. Je vous donne la parole avant de commencer. C'est passé. Bonjour Lenzra. Bonjour c'est Bonjour Ahmed. Pour ceux qui le veulent et qui veulent partager le lien, n'hésitez pas sur vos pages Facebook. Le sujet est intéressant aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. OK. C'est fait. Parfait. On va attendre quelques minutes, le temps que les gens nous rejoignent sur Facebook. Et que l'audience se forme sur Zoom aussi. Bonjour Facebook, bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. On est 37 sur Facebook, c'est Aziz. Très bien, parfait. – 14h08, 14h10, on démarre, c'est Aziz. Parfait. 14h10, c'est correct.
On est partout. Et là, ils sont bien avancés. Alors, tu fournis, j'y peux rien. J'étais comme tous les jours, à l'aise, bien confiné. Elle m'a tiré la chemise, la cravate. Elle dit, papa, voilà comment tu t'habilles aujourd'hui. Je ne pouvais pas dire non. Donc, bonjour tout le monde en cette 60e journée de confinement. Le temps passe vite, très vite même. Et je vous souhaite la bienvenue parmi nous au sein du club des dirigeants pour une nouvelle présentation aujourd'hui dans le domaine du coaching. Et nous accueillons aujourd'hui M. Mounir Aziz. Mounir Aziz est coach de vie avec une expérience de plus de 18 ans dans l'entreprise, dans le domaine de l'entreprise. Il est coach, conférencier et formateur. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir combien de personnes sont avec nous. D'abord, je me retourne vers les gens sur Zoom. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Si vous êtes là, si vous êtes réveillés, si vous nous suivez, je vous prie de lever la main. Tous, juste pour tester si vous êtes avec nous. J'aimerais voir combien de personnes suivent des gens. Parfait, parfait. Alors, les gens de Facebook cette fois-ci, si vous nous suivez, veuillez lever la main que je vous vois. Il n'y a pas de main. Vous me dites, alors il y a les petits pouces, vous voyez, le petit pouce, j'aimerais voir. Alors, donc je voudrais voir augmenter le chiffre. Si je vois augmenter, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes derrière leurs écrans et qui nous suivent. Alors, merci d'interagir. Ceux qui ont du mal à cliquer sur le petit bouton j'aime, vous pouvez cliquer sur le petit cœur. Au lieu de petit pouce, vous choisissez le cœur. Autrement, vous dites juste bonjour dans les commentaires. Donc, marhaba bikum ma'ana. Monsieur Aziz Mounir va nous parler aujourd'hui d'un sujet très important, le rôle du coaching individuel en entreprise. Mounir Aziz, la parole est à vous. Et l'audience aussi. Marhaba bikum ma'ana. Merci Sidi, merci, c'est très gentil. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que j'interviens avec vous et c'est un honneur pour moi. Écoutez, c'est un le honneur sujet de vous accueillir. Tout l'honneur est pour moi, Sidi. Alors, le sujet d'aujourd'hui me tient à cœur beaucoup parce que ça fait des années qu'on travaille avec les entreprises au niveau du coaching, des team building, des formations. Et je constate qu'il y a peu d'entreprises qui donnent de l'importance au coaching individuel et non pas au coaching collectif. Les entreprises font beaucoup de coaching collectif, on parle de formation, de coaching groupe, de coaching d'équipe, mais le coaching individuel, il est un peu délaissé. D'abord, j'aimerais parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que le coaching, la définition du coaching. Et on va le définir, voir à quoi sert le coaching, les domaines où on peut l'utiliser. Et juste après, on va ouvrir un peu le questions et aux interactions. C'est pour ça que je vous demande si vous avez des questions, les noter. Comme ça, dans à peu près un quart d'heure ou 20 minutes, on va ouvrir les questions et on termine par la suite par les autres parties. Alors, on confond souvent le coaching avec soit la psychologie, soit avec le conseil. Alors, le coaching, c'est quoi le coaching? Le coaching, tout simplement, c'est une méthode d'accompagner, d'aider la personne à arriver à ses objectifs. On s'intéresse beaucoup aux objectifs, que ce soit individuels ou collectifs, objectifs globaux d'entreprise ou objectifs individuels. Alors, on vient avec ce qu'on appelle un état présent, entre parenthèses, un problème à résoudre.
Mais nous, on se focalise sur l'objectif, sur la solution. La personne pour réaliser son objectif, pour atteindre ses objectifs. Alors, ça se fait comment? Tout simplement, c'est d'abord par une bonne connaissance de l'objectif. Il faut déterminer que atteindre ce petit objectif, d'arrêter de fumer, faire du sport, se réveiller le matin, prendre la parole au public, gestion d'un conflit, confiance en soi, etc. Jusqu'à de grands objectifs de vie, changer de boulot, changer carrément de domaine, etc. Alors, détermination de l'objectif d'abord. Et puis par la suite vient l'étape de voir quels sont les freins qui sont là, qui posent que la personne n'arrive pas à joindre son objectif, et déterminer quelles sont les techniques, les outils adéquats pour accompagner la personne pour arriver à l'objectif. Alors, premièrement, déterminer, voir les freins, et puis établir ce qu'on appelle des outils ou bien des techniques pour arriver à l'objectif. Alors, le domaine du coaching est présent actuellement et moi, je suis un coach en PNL, programmation neurolinguistique. Et dans un autre monde, j'étais dans les entreprises, à peu près 18 ans d'expérience dans les entreprises nationales et internationales au Maroc et à l'étranger. Et puis par la suite, j'ai basculé vers le coaching. Alors, le coaching PNL, la programmation considérée par le coaching au monde, à quoi sert? Elle est déjà présente dans le domaine coaching familial, coaching scolaire, coaching individuel, coaching d'entreprise. Elle est présente dans le marketing, au niveau sportif aussi, au niveau politique. Elle est présente partout, particulièrement dans les pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada et aussi les pays européens. Au Maroc, ça commence après, il y a à peu près, on va dire, 10-12 ans que ça progresse d'une manière considérable. Alors, pourquoi on fait appel au coaching? Ben, je dirais 2 points intéressants. Premièrement, gérer le changement, n'importe quel changement qu'il soit. Deuxièmement, améliorer la communication et l'interaction avec nous-mêmes et avec l'environnement. Tout seul, mais ça prend un peu plus de temps et parfois c'est difficile. On a besoin d'un accompagnateur, d'un coach. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'on est constitué tout simplement, on va dire, d'une partie consciente et d'une partie inconsciente. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer qu'est-ce que c'est, mais ce que vous devez savoir, c'est que souvent, c'est l'inconscient qui prend le dessus. Notre inconscient est beaucoup plus puissant. Alors, la partie consciente, c'est la partie responsable de la réflexion, de la planification, de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, d'établir des programmes. Et puis, la partie inconsciente, c'est là où stocker tous nos logiciels, si on peut dire, de fonctionnement qui sont là depuis notre enfance, à savoir nos croyances, nos valeurs, le schéma de pensée, notre vision du monde, les mémoires notre mémoire, ce qu'on a appris tout au long de notre vie depuis notre enfance, est stocké dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et puis, s'il n'y a pas une congruence entre conscient et inconscient, c'est souvent l'inconscient qui gagne. Et c'est la raison pour laquelle on va trouver des gens, tout le monde, planifier des changements, il veut arrêter de fumer, il veut faire du sport, il veut faire un régime, il veut améliorer sa communication, il veut avoir une confiance de soi plus intéressante, avec toute la volonté du monde, avec toute une conscience derrière, il n'arrive pas. Il n'arrive pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de son inconscient qui n'est pas OK avec ce qu'il veut et qu'il faut régler. Alors, le coaching, et particulièrement la PNL, à travers des questions, à travers un rapport spécifique avec la personne, a cette capacité d'entrer en quelque sorte en contact direct avec l'inconscient de la personne pour détecter les informations nécessaires et puis pour ramener un changement
à travers des techniques bien spécifiques. Alors, maintenant pour l'entreprise. Alors, l'entreprise, comme vous savez, c'est déjà c'est une interaction directe avec la vie personnelle. Alors, la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est une interaction directe. Et au niveau de les entreprises, ça peut aider le coaching au niveau de une prise, ce qu'on appelle une prise de hauteur par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise, prendre le recul, voir. Ça aide aussi en ce qui concerne la verbalisation des ressentis, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, que ça pour les employés, les cadres dirigeants, les cadres supérieurs. Et aussi, c'est une mise en énergie pour la personne et pour le groupe pour avancer, pour la réalisation des objectifs personnels et professionnels de la personne. En 96, j'ai eu mon premier action commerciale. Le marketing à l'époque était une discipline très peu connue dans le monde de l'entrepreneuriat au Maroc. Maintenant, alhamdoulilah, c'est très à la une. Et ça fait 5 ans que j'ai commencé le coaching. C'est pratiquement la même chose maintenant, c'est que la majorité des entreprises voient que le coaching individuel, ce n'est pas vraiment quelque chose de très important, mais ça commence à bouger. Et l'avenir va vraiment montrer que c'est quelque chose de primordial. Alors, pourquoi le conscient et l'inconscient? Pourquoi l'inconscient est le plus puissant? Parce que, sans rentrer dans les techniques de ce qui est techniquement conscient, il peut faire ce qu'on appelle 7 plus ou moins 2 choses à la fois. Pas plus. Ça veut dire 5, 7, 9 choses à la fois. Alors que l'inconscient, il peut aller jusqu'à 2,5 millions de choses à la fois. Vous voyez la différence. Alors, c'est normal que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend va être automatisé et stocké au niveau de l'inconscient. Parce que vous ne voyez pas quelqu'un qui va chaque jour réapprendre à marcher, réapprendre à parler, réapprendre à conduire, réapprendre à gérer ses émotions, réapprendre à gérer ses conflits. Ce n'est pas possible. Alors, c'est stocké, c'est automatisé. Ça veut dire que nos choix de vie, nos interventions, nos comportements sont en fait des programmes automatisés déjà existants dans l'inconscient. Si on se pose une question pour comprendre un petit peu plus, pourquoi un enfant, généralement, est plus créatif? Pourquoi qu'un adulte? Pourquoi il est plus sociable qu'un adulte? Pourquoi il est plus orienté objectif? Pourquoi il est plus dynamique, etc. Qu'est-ce qui se passe entre l'enfance et l'âge adulte pour qu'on perd avec le temps cette joie de vie de temps en temps, cette énergie, cette créativité, etc. C'est que tout au long de notre vie, il y a eu des événements, il y a eu des expériences qui nous ont changé en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait qu'une personne dans une entreprise pleine de compétences, très compétente techniquement, et qui trouve des difficultés à s'intégrer dans une société, à améliorer sa situation, à gérer sa carrière d'une bonne manière? C'est une question parmi d'autres. Qu'est-ce qui fait que des personnes réussissent à communiquer mieux d'autres? Qu'est-ce qui fait que des personnes réussissent à quelques trucs mieux que d'autres? Qu'est-ce qui fait que des personnes arrivent à réaliser plus facilement des choses plus que d'autres? C'est qu'il y a derrière ce qu'on appelle des freins. Il y a ce qu'on appelle aussi de l'auto-sabotage. Alors, pour les changements ou bien l'amélioration de la communication de n'importe quelle personne, on parle de quelques étapes. Excusez-moi, je suis en train de montrer un petit peu le coaching, qu'est-ce que c'est au niveau général, et par la suite, on va passer aux spécificités de l'entreprise et l'individuel pour que ça soit un peu plus clair. Alors, si on prend ce qu'on appelle, nous, la pyramide de 10, ce n'est pas la pyramide de Maslow, la pyramide de 10, qui nous permet un petit peu de voir les qui sont responsables de notre réussite ou de notre comportement, de notre stratégie de vie ou la vision de vie. On parle de l'environnement, on parle par la suite de ce qu'on appelle le comportement, les comportements qu'on met.
par la suite nos capacités, par la suite il y a les croyances, par la suite il y a ce qu'on appelle notre identité, qui est une forme beaucoup plus évolutive de nos croyances, et puis il y a le sens de vie. L'environnement, en fait, c'est une interaction avec notre environnement qui va réussir notre réussite par rapport à cet environnement-là. Entreprise, famille, amis, voisins, etc. Nos comportements, il y a ce qu'on appelle des comportements aidants ou des comportements limitants, qui nous limitent pour atteindre nos objectifs. Par exemple, un comportement qu'on fait chaque fois qu'on rentre à la maison, on a un comportement bien spécifique qu'on fait et qu'on refait. Et il suffit de le changer et ça change la donne. Par la suite, il y a des capacités. Par la suite, des capacités, des croyances, l'identité. Alors, pour les capacités, il faut savoir que le coaching, parmi nos croyances de coaching, dans ce qu'on appelle les présupposés, c'est que chaque personne a toutes les capacités nécessaires pour réaliser ses objectifs. Ça, c'est un constat. Alors, vous direz que parfois, non. Parfois, je n'arrive pas à prendre la parole en public par manque de confiance de soi, par manque de lâcher prise, etc. Je n'ai pas ça. Ben, normalement, ces capacités, on les a pendant certains moments et on ne les a pas dans d'autres moments. Je m'explique. Quelqu'un qui n'arrive pas à bien communiquer avec ses enfants. Il vient et dit, j'arrive pas à communiquer avec mes enfants. Cet aspect de communication, je ne l'ai pas. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous arrivez à communiquer avec d'autres personnes, à part vos enfants? Je me dis oui, j'arrive bien à communiquer avec mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette capacité de communiquer et d'interagir avec les gens et d'écouter existe chez la personne, mais il n'arrive pas à la développer face à ses enfants. Pareil, d'autres capacités qui sont là, de calme, on peut trouver une personne calme face à une situation X est très en colère par rapport à une situation Y, ça veut dire qu'elle a cette capacité de se calme, elle a cette capacité de lâcher prise, mais elle ne l'a pas pendant un moment bien spécial. C'est pour ça que le plus important, c'est faire sortir cette capacité au moment opportun. Et ça, c'est le rôle du coaching aussi. Les croyances, c'est la partie la plus importante, on va dire, dans un être humain. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est une idée que nous avons, nous, et qu'on croit que c'est la vérité absolue, alors que ce n'est qu'une idée qu'on a eue, qu'on a intégrée à un moment de notre vie. Et souvent dans l'âge de 0 à 8 ans, souvent, dans cet âge-là, ce qu'on appelle l'âge éponge, l'âge où on prend et on ne trie pas. Alors, une croyance, ça peut être, par exemple, on va pas dire je suis un bon à rien. Ça, c'est une croyance identitaire. Par exemple, un papa qui dit à son enfant pendant à l'âge de 3 ans, 4 ans, tu es un bon à rien, tu es un bon à rien, tu es un bon à rien. Ça se répète, ça va devenir une petite croyance. L'enfant, il va se dire dans sa tête, mon père croit que je suis un bon à rien. Et à force de quelques événements simples qui vont arriver, qui vont consolider cette croyance, par exemple, ne pas réussir un petit examen, faire casser quelque chose, perdre un jeu face à un ami. Et puis par la suite, l'enfant va commencer à dire que peut-être papa a raison, je suis un bon à rien. Et là, ça va devenir identitaire. Je suis un bon à rien. Et tout ça, c'est inconscient. Et croyez-moi, ça va vraiment impacter le restant de votre vie, ce genre de croyance. On va trouver une personne qui a cette croyance, qui va être face à une situation, par exemple un concours, un examen, quelque chose, et qui va se dire dans la tête cette petite voix qui va venir, qui va dire c'est pas la peine de passer le concours, de toute façon tu es un bon rien, tu vas pas réussir, etc. Reste à la maison, c'est pas la peine de lancer ceci, c'est pas la peine de faire cela. Et puis on cède à la tentation, et c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Et puis il y a l'identité, ce sont des croyances qui vont devenir identitaires, comme j'ai dit maintenant. Le je suis, le fameux je suis, j'ai pas de chance, par exemple, c'est identitaire. Lorsqu'on dit ça souvent, c'est inconscient, c'est pas pour rien. Et puis il y a le sens, c'est quelque chose de plus grand que nous,
qu'on considère plus important que nous et vont essayer de faire des choses pour lui faire plaisir. On parle par exemple famille, société, culture, etc. Parfois, on considère que ces choses sont beaucoup plus importantes que nous et on va même aller jusqu'à faire des choses à l'encontre de ce qu'on veut, ce qu'on aime faire, mais pour faire plaisir à ces institutions que nous, on considère, entre parenthèses, plus importantes que nous. Tout ça pour vous dire que ça va vous aider en quelque sorte aussi à avoir ce qui est très importante, c'est d'avoir un équilibre entre la rationalisation des choses et les sentiments pour pouvoir prendre des décisions importantes dans la vie. Voilà, je crois que j'ai terminé la première partie pour essayer d'expliquer un petit peu brièvement le coaching, ses domaines d'utilisation et à quoi sert, avant de passer au vif du sujet sur le coaching individuel de l'entreprise, le coaching d'entreprise de manière générale et individuel particulièrement. Je serais content si j'ai des questions. Est-ce qu'on a des questions? Justement, il y en a, pardon, justement, il y en a une. Elle nous vient de M. Abdeslam Fassi. Alors, est-ce que tout manager devrait être impérativement coach? Et quelles sont les méthodes pratiques les plus efficaces? Surtout qu'on entend des appellations par ex-coach manager performant. Ah, pardon, surtout quand on entend, qu'est-ce qu'on entend par les appellations ex-coach manager performant? Ex-coach manager performant. OK. Alors, devenir un coach carrément, on va dire que c'est bien, ce serait bien de faire des formations de coaching lorsqu'on est manager, mais on peut s'en passer en faisant appel à un coach, un spécialiste qui va nous accompagner pour voir plus clair, pour mieux gérer nos émotions, pour mieux gérer les équipes, pour mieux motiver les gens, pour mieux gérer le temps, pour mieux avoir cette capacité de prise de recul, de prise de décision, etc. Mais être coach et manager, c'est super. En fait, un bon manager, il a plusieurs casquettes qu'il met chaque jour. Une casquette de coach, casquette de manager, casquette de parrain, casquette de conseiller. Et là, je parle de casquette et non pas de masque. Parce que dans le coaching, il y a une grande différence entre les masques. C'est garder la personne comme il est, rester nous-mêmes. Et puis, changer nos comportements, changer notre attitude, notre vision selon la situation. J'espère que vous avez la première question. Alors, deuxième question, quelles sont les meilleures méthodes? J'ai dit tout à l'heure que pour moi, parce que j'ai fait beaucoup de formations, par de coaching de vie, de l'EFT, de l'hypnose aussi, j'ai fait même un peu d'hypnose, de la PNL. Pour moi, la meilleure méthode pour l'instant, c'est la programmation neurolinguistique. C'est une approche qui est complète d'abord, une formation à peu près qui dépasse les 500 heures de formation, mais c'est une formation complète qui va te donner tous les outils nécessaires pour aborder tout type de problème que vous pouvez affronter ou pour réaliser tous les objectifs que vous pouvez avoir face à vous. Pour le ex-coach, bon, ce qu'on appelle, nous, on l'appelle le coach master corporatif. C'est qu'il y a pour les entreprises. Ça s'appelle ce diplôme ou cette formation le Master Coach corporatif. C'est adapter le coaching PNL au domaine de l'entreprise, tout ce qui est gestion entrepreneuriale. Il y a d'autres questions? Bien sûr. Oui. Alors, une question de M. Mohsin Tamraoui. Dans quelle perspective on peut déployer le coaching individuel dans les entreprises marocaines et comment faire comprendre l'importance de cette discipline au patronat marocain pour booster la performance et bien-être dans l'entreprise? Et merci. Je vous remercie aussi, Mohsin, pour la question. Oui, c'est une très bonne question. Alors, on va voir ça un peu en détail après, mais grosso modo, c'est que la personne qui travaille dans une entreprise, c'est la même personne qui
Sur le plan personnel, il est à la maison, il est avec ses amis, il est à l'extérieur, il a des croyances, il a des priorités de vie, il a une vision du monde différente. Le fait de faire que des formations ou des team building ou des coaching d'équipe ou la coaching de groupe, parce qu'il y a une d'équipe et le coaching de groupe qu'on va voir tout à l'heure, ça permet, c'est vrai, d'avoir cette cohésion entre les équipes, de se retrouver, objectifs en commun, etc. Mais le problème, c'est que si les personnes présentes dans cette formation de groupe qui constituent les cadres de société, par exemple, ils ont un problème d'alignement avec ces valeurs d'entreprise, ou un problème d'alignement avec ces choses-là, ou bien ces personnes ont un problème de prendre la parole en public pendant ces réunions ou de gérer les conflits, ça va devenir vraiment très difficile de mettre en place les objectifs qu'on met en place pendant ces team building ou ces formations, parce que chacun a sa personnalité en quelque sorte spécifique. D'où l'intérêt de faire des coachings collectifs, à savoir des formations, des team building, etc. Et aussi faire des coachings individuels par personne pour écouter ces personnes, pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de l'aspect général de l'entreprise, la vision de l'entreprise, l'esprit de l'entreprise, la gestion, le management, etc. Essayer de comprendre est-ce que la personne est alignée ou pas, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui lorsqu'il est d'accord ou pas d'accord, l'accompagner à être plus en alignement avec tous les objectifs de l'entreprise. Alors, juste pour expliquer, souvent lorsqu'une personne se sent mal à l'aise dans une situation ou dans une entreprise ou à la maison ou n'importe où, il est là, il travaille, il fait ce qu'il a à faire, etc. Mais au fond de lui, il y a quelque chose qui se passe qui le rend mal à l'aise. On dit qu'il n'y a pas d'alignement entre ce que la personne veut et ce que la personne fait. Alors, lorsqu'on n'est pas aligné entre ce qu'on veut réellement, on parle de l'inconscient, et ce qu'on fait, il y a ce sorte de mal à l'aise, on ne se sent pas bien. Alors, le coaching va nous permettre d'aligner cette partie de nous avec ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit dans l'entreprise ou dans notre domaine. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais prendre rapidement une question de Facebook. Elle nous vient de M. Oui. Ahmed Chtebe. Est-ce qu'il y a des mesures prises pour organiser et réglementer les formations coaching au Maroc? Ça, c'est un sujet très, très, très intéressant. On est en train de créer même une association pour faire du lobbying un petit peu pour que le métier du coaching au Maroc soit un petit peu organisé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a un vide juridique énorme au niveau du métier du coaching au Maroc. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des cabinets, qui font du coaching, qui n'ont pas vraiment une formation adéquate. Alors non, au Maroc, pour l'instant, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de procédure assez spécifique pour ces formations, etc. Mais à l'international, oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on va faire des formations, où là on veut faire appel à un coach ou quelqu'un qui va nous accompagner, il faut voir ses diplômes, ses études, sa formation internationale, est-ce qu'elle est reconnue ou est-ce qu'elle n'est pas reconnue à l'international. Je parle notamment de l'association de coaching international et quelques pays qui reconnaissent le métier. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, une autre question avant de donner la main, c'est Fahsi, j'ai vu votre main levée, donc je termine juste les questions écrites que j'ai et je vous donne la main. Alors, la prise de décision d'après les études dans le management est beaucoup axée sur l'irrationnel, l'intuition et les expériences vécues plus que sur la rationalité. Quel est le degré de ces deux composantes dans la prise de décision? C'est une question de M. Mokhtar Slimani. J'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est garder cet équilibre entre les deux. Ça veut dire qu'il y a de l'émotionnel, il y a de la rationalisation, et puis on va essayer d'équilibrer les deux
d'avoir un regard de recul pour une prise de décision bonne pour nous et pour l'environnement, ce qu'on appelle une prise de décision écologique pour les deux parties ou les triples parties. C'est très difficile d'expliquer l'intelligence émotionnelle en 1 heure ou 2 heures. Peut-être qu'on va organiser peut-être une rencontre pour l'intelligence émotionnelle, ça serait très intéressant. Mais en fait, c'est que l'idéal, c'est les deux, parce que l'émotionnel, c'est basé sur ce qu'on appelle les expériences de référence. Chacun de nous a des expériences de référence dans sa vie. Il a vécu des expériences, et puis chaque fois qu'il est face à une situation X, il va se référer à des expériences de référence d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. Si j'ai eu de mauvaises expériences dans une entreprise précédente, peut-être que je serais comment dirais-je, à la défensive dans une nouvelle entreprise. Si j'ai eu de mauvaises expériences, par exemple, avec mon chef ou avec mes subordonnés, etc., j'aurai toujours cette expérience dans la tête et ça va influencer mes décisions et mes choix d'une manière directe. Et puis, la rationalisation, c'est prendre le recul, c'est vous analyser, voir les choses d'une manière vraiment neutre et essayer de trouver une solution. Et à la fin, on peut trouver un terrain d'entente entre les deux. En pratique, par exemple, nous, ce qu'on appelle des techniques de position perpétuelle, c'est très important. C'est que lorsque je veux prendre une décision, c'est très important de prendre ma position, moi, la position 1, et puis prendre la position d'un collègue, se mettre dans la peau d'un collègue, et puis se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on ne connaît même pas, peut-être qu'on connaît, qu'on voit, etc. Et puis regrouper ces 3 regards, etc., pour sortir avec une vision bien complète. Ça paraît un petit peu flou, mais au niveau des techniques qu'on met en place, c'est quelque chose de très pratique et de très, très utile de prendre ces positions de plusieurs personnes différentes face à une situation X, ce qui va nous permettre d'avoir une vision plus claire et un recadrage plus intéressant. Merci beaucoup. Alors, je reviens rapidement à Anthony une autre fois sur Facebook. Les gens de Facebook, si je ne vois pas de pouce levé, si je ne vois pas de j'aime, si je ne vois pas de partage, je ne pose plus les questions. Je plaisante. Alors, Madame Reham nous demande, est-ce qu'il y a des modules de cette formation en coaching de vie? Formation de coaching de vie ou coaching de master coach corporatif dont j'ai parlé tout à l'heure? Je crois coaching de vie. Oui, il y a des formations de vie. Il y a des écoles au Maroc qui sont reconnues, il y en a. Il y a aussi des formations de coaching PNL, programmation neuro-linguistique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des écoles de formation de master coach corporatif. Il suffit juste de bien choisir l'école. C'est pas difficile, c'est qu'il faut juste entrer dans des sites internet internationaux qui reconnaissent les écoles. Est-ce que l'école est accréditée? Non, dans ces organisations. Voilà. Parce que les écoles, pour qu'ils soient accrédités, il y a des critères. Et malheureusement, il y a beaucoup d'écoles qui ne remplissent pas ces critères. Alors, le premier critère, il y a un cahier de charge bien défini concernant le nombre d'heures de formation pour obtenir un diplôme X. Il faut terminer le nombre d'heures. Il y a aussi la spécificité d'avoir ce qu'on appelle des enseignants coachs et non pas des coachs, parce qu'un coach, ça reste un coach. Il y a des formateurs. Il y a ce qu'on appelle des enseignants coachs, c'est un diplôme à part. Et puis, il y a le programme qui doit accomplir, qui doit être un programme complet pour que la personne, à la fin de sa formation, soit vraiment dans la mesure de recevoir des gens, d'accompagner des gens, d'être à la hauteur. Alors, il y a Zineb Berrouhi qui dit « Bonjour professeur, quelle est selon vous l'attitude à adopter face à un directeur ou un manager qui ne prend pas en considération la personnalité d'un salarié, qui n'est pas nécessairement à l'aise avec la prise de parole en public dans des réunions ou autres ?» Écoutez, le coaching est toujours un processus personnalisé par personne. Il n'y a pas vraiment une technique ou bien
une recette magique pour la prise de parole en public, pour la communication, pour la gestion de conflits, etc. C'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que le coaching individuel vous permet d'avoir des techniques personnalisées, spécifiques par rapport à la personne, à la situation, à ses compétences et ses capacités. Alors, le changement, j'ai parlé tout à l'heure du changement, le changement, on n'a pas cette possibilité de changer les autres. Ça, c'est un fait. On ne peut pas changer notre manager, nos enfants, notre mari, notre conjointe, etc. Mais la seule personne qu'on peut changer, c'est nous. Alors, si on est face à une personne, ce qu'on appelle, entre parenthèses, toxique, une personne qu'on considère, nous, parce que peut-être que ce n'est qu'une croyance, qu'il ne nous respecte pas, ou bien qui comment dirais-je, il n'est pas à la hauteur avec nous, etc. C'est que la seule chose qu'on a, c'est que travailler sur nous pour entrer dans ce qu'on appelle l'acceptation, le changement de comportement, le changement de sentiment, le changement de réaction face à ces situations X. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous, on change, automatiquement, les autres personnes autour de nous changent aussi, parce que c'est une dynamique de groupe, dynamique de personnes. Je change, l'autre personne change obligatoirement. Il y a une interaction. Alors, la seule personne qu'on peut changer et le travail qu'on doit faire, c'est sur nous pour essayer de changer les choses. Alors, par exemple, on prend le passé, on fait des séances avec des personnes qui ont un passé difficile avec leurs parents, avec leurs amis, avec leurs conjoints, etc. Alors, on ne peut pas changer le passé. Le passé est là. Mais ce qu'on peut changer, c'est notre perception du passé. Ça, c'est exceptionnel. Lorsqu'on change notre perception du passé, on change tout. Je vais donner un exemple. Si on parle d'une personne qui a eu, par exemple, une enfance difficile avec son papa, son papa qui était un peu dur avec lui, et puis il a toujours considéré que c'était pas normal, c'est pas bien, il a de mauvaises relations avec son papa, parce qu'il était dur avec lui, etc. Le fait est là, on ne peut pas changer le passé. Mais ce qu'on peut changer, c'est la vision de la personne. On peut changer la vision de la personne par rapport à son papa. Pourquoi son papa faisait ça? Quelle est l'intention positive de son papa derrière ce comportement? Il voulait son bien ou son mal? Il voulait son bien. Ok, il voulait ton bien, mais c'est mal exprimé. On travaille avec la personne pour qu'il puisse changer sa perception du passé. Et lorsqu'on change la perception du passé ou d'un événement ou de quelque chose, on change tout. Alors, on ne peut pas changer les événements, on change notre perception. Et le coaching est là pour aider les gens à faire ce changement. Voilà. Alors, pour la prise de parole en public, c'est personnalisé aussi. Vous pouvez, on fait des séances de coaching avec des personnes qui ont ce petit problème. On trouve divers. Il y a des personnes qui manquent de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Il y a des personnes qui manquent une certaine organisation, une certaine intelligence émotionnelle, une certaine lâcher prise. Et puis, ça dépend des personnes. La première séance, normalement, c'est pour déterminer quel est l'objectif de la personne et quels sont les freins qui ne laissent pas la personne atteindre son objectif. Ça dépend des personnes. Et puis, les séances d'après, ce sont des techniques pour accompagner la personne à arriver à ce genre de choses. Et je veux rassurer la dame concernant la prise de parole en public. Vraiment, c'est parmi les exercices les plus, on va pas dire les plus faciles, mais c'est assez facile pour que les personnes retrouvent cette capacité d'attirer la foule et d'être là présent dans des événements, dans des réunions. حتى انا غادي نقول واحد الحاجه alors si je me rappelle bien c'est Zineb qui avait posé cette question là كنت اكبر حشومي. Voilà, la suite vous la connaissez. Donc je vais donner la parole rapidement à monsieur Abdeslam Fahsi. C'est Abdeslam, vous avez la parole, vous n'avez qu'à activer votre micro. J'ai vu tout à l'heure que vous avez levé la main, donc vous avez la parole. Il y a Madame Amina Moumni. Si vous souhaitez intervenir, merci de me faire signe et j'activerai votre micro. C'est Fahsi, on vous attend, s'il vous plaît.
Alors, peut-être en attendant que M. Fahsi se manifeste, je vais prendre une autre question écrite. Je rappelle aux personnes qui nous suivent sur Zoom, merci de poser vos questions dans la section QR, s'il vous plaît. Ça se trouve en bas de votre écran. Comme ça, je transmets les questions à M. Aziz au fur et à mesure et en fonction de leur ordre d'arrivée. Donc, je vais faire l'exception de prendre une question depuis la section de conversation. Et M. Abdnabi nous pose la question suivante. Qu'est-ce qu'un bon coach? Oh là là, quelle question! Ben écoutez, un bon coach, d'abord, on commence par la formation. Il faut qu'il fasse une bonne formation de coach. Il faut qu'il termine un processus de coaching dans une école bien reconnue et qu'il donne vraiment le temps nécessaire. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans de formation parfois, ça dépend, et avoir un bon diplôme. Deuxième chose, c'est avoir des capacités. On les a tous, ces capacités, mais développer ces capacités, la capacité d'écoute, la capacité de réflexion, la capacité de poser les bonnes questions, la capacité avec les clients et se mettre en confiance avec les clients et développer cette capacité aussi de flexibilité. Il faut être flexible. Plus pratique. On le dit toujours, les 3 P, pratiquer et pratiquer et pratiquer. C'est la raison pour laquelle la bonne formation est nécessaire, parce que pendant les formations qui se respectent, il y a beaucoup de pratique dans les formations. Et avant de donner un diplôme, on est déjà prêt à recevoir des gens et à être un coach. Alors, je dirais, bonne formation, développer ses capacités et attitudes déjà existantes au fur et à mesure et pratiquer le maximum possible avant d'ouvrir un cabinet ou un centre de coaching. Alors, à ce sujet-là, peut-être que c'est en relation, et j'aimerais bien que Saad Latif éclaircisse sa question. Comment évaluer la rentabilité du coaching? Alors, je ne sais pas s'il parle de la rentabilité pour la personne coachée, c'est-à-dire le suivi du coaching, ou la rentabilité du business, du coaching comme étant un Non, business. je crois qu'il parle plutôt de l'efficacité du coaching. Comment savoir est-ce qu'un coaching a été efficace ou pas? Alors, tout simplement en arrivant aux objectifs souhaités au début. Alors, on travaille sur un objectif pendant plusieurs séances. Si on arrive aux objectifs souhaités au début, ça veut dire que c'est OK. Si on se rapproche, on voit qu'il y a des changements, que ça se rapproche, c'est OK. S'il n'y a rien, si on constate qu'il n'y a pas de changement, souvent, c'est soit vous n'avez pas choisi le bon coach, soit souvent aussi que la personne elle-même n'a pas fait l'effort nécessaire pour changer. Parce que comme j'ai dit au début, un coach, il accompagne la personne. C'est pas lui qui va montrer, c'est pas lui qui va lui montrer la voie, ce qu'il va faire, etc. Il l'accompagne à travers son travail lui-même. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à travailler sur eux, à faire l'effort nécessaire. Ça va être difficile d'entamer un changement ou de finaliser un changement avec eux, même s'ils viennent chez un coach. D'ailleurs, ça m'est arrivé, par exemple, moi et pas mal de confrères, de faire 1 ou 2 séances avec une personne et puis on refuse de terminer avec la personne parce qu'on constate qu'il ne fait pas l'effort nécessaire, qu'il ne veut pas vraiment arriver à cet objectif, qu'il ne veut pas vraiment changer. On arrête, il vaut mieux arrêter. Et parfois, on constate aussi que ça serait nécessaire de changer le coach. Ça nous arrive. Par exemple, je reçois une personne et je constate qu'il a beaucoup plus besoin d'une confrère, une femme, pour être coachée, ou bien une femme qui va voir que cette personne a besoin plus d'un homme et
Peut-être que je vais envoyer une personne à une femme et elle va m'envoyer la personne qui est une autre personne et voilà. Alors, mais revenons à la question, on va savoir est-ce que le coaching a été efficace et bon lorsqu'on va atteindre nos objectifs ou bien au minimum on se rapproche des objectifs décidés au début. Merci beaucoup, c'est Aziz. Je crois que c'est Abdeslam Hassin ne s'est pas manifesté. C'est Abdeslam, si vous voulez intervenir, c'est le moment ou jamais. Ok. Nous pouvons continuer, nous On attaquer va à pouvoir continuer et la par la deuxième partie. suite, voilà. Alors là, je vais commencer par le savoir-être, le savoir-faire. Quelles personnes qui travaillent dans des entreprises, même les managers ou les propriétaires, les gérants, vont faire vraiment la différence entre les deux. Parce que souvent, on se focalise sur le savoir-faire et on oublie beaucoup le savoir-être de la personne. Alors, le savoir-faire, c'est très important. C'est toutes les compétences techniques qu'on a acquises pendant la formation, les expériences qu'on a eues dans les entreprises, etc. C'est des compétences considérables, très importantes, mais il faut les accompagner à ce qu'on appelle un savoir-être. Alors, le savoir-être, c'est tout simplement travailler dans la joie, travailler dans un climat adéquat. C'est vrai que ça ne dépend pas de nous seulement, mais on peut vraiment faire un grand travail sur nous pour qu'on accepte la situation telle qu'il est, qu'on ait ce savoir-être qui est intéressant. Le savoir-être, c'est notre savoir-être au niveau de la famille, avec les amis, en entreprise, etc. Ça veut dire que comment on fait la chose, pourquoi on fait la chose, quelle est la finalité pour cette chose qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut à la fin. Ça veut dire, moi, je travaille dans une entreprise. Oui, bien, mais qu'est-ce que je veux? Quelle est ma mission dans cette entreprise? Quelle est ma mission dans la vie? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que j'attends des autres? Quels sont mes objectifs personnels dans cet environnement-là? Parce que c'est bien d'avoir aussi des objectifs personnels dans les objectifs professionnels. Je suis là, je réalise les objectifs de la société, chiffre d'affaires, marge, progression, etc., rentabilité, mais quels sont mes objectifs au sein de l'entreprise? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une carrière meilleure, une gestion de carrière meilleure? Est-ce que je veux avoir de bonnes relations avec tout le monde? Est-ce que je veux être quelqu'un de modérateur, un formateur? Est-ce que je veux, dans 10 ans, 15 ans, ouvrir ma propre entreprise et je dois commencer à travailler sur ça dès maintenant, etc. Qu'est-ce que je veux? Quelle est la chose qui m'anime, qui va me donner cette énergie chaque matin en me réveillant pour aller dans cette société? C'est très important. D'ailleurs, la majorité des personnes qui ont eu des burn-out à travers le monde, c'est les études qui ont été faites. Le burn-out, c'est une forme de dépression vraiment aiguë par rapport au travail. C'est cette incapacité de voir, d'avoir ce savoir-être en parallèle avec le savoir-faire. Et d'ailleurs, dans pas mal d'entreprises, il y a des personnes qui ont un savoir-être meilleur que le savoir-faire et qui arrivent vraiment à évoluer beaucoup plus rapidement à d'autres personnes qui ont un savoir-faire excellent. Bien sûr qu'on va donner des explications parce que c'est le rôle de la personne. On va se dire que peut-être, on va dire peut-être que la personne elle fait des choses que nous on ne fait pas, etc. Parce que c'est vrai, mais dans la plupart des cas, c'est qu'il y a des personnes qui ont ce savoir-être. Rester zen, bien analyser les choses, avoir cette énergie nécessaire tout au long de la journée, être un modérateur, quelqu'un qui exporte la joie, qui exporte la motivation, au lieu d'être quelqu'un qui exporte la dépression, etc. Et puis, sur le plan compétences techniques, il est très moyen, et on va trouver quelqu'un, un gérant, qui va choisir cette personne pour progresser au lieu d'autres personnes qui est très compétente dans son domaine, mais sur le plan savoir-être, elle est trop moyenne. Alors, on va revenir sur un petit point, on a parlé tout à l'heure sur le conscient et l'inconscient. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle dans le domaine de l'entrepreneuriat et les entreprises.
Ces 18 ans que j'ai passé, moi, à travailler dans des sociétés, j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai jamais resté au-delà de 3 ans et demi dans une société. 3 ans et demi, c'est le record. Il y a des sociétés, je reste 1 an et demi, 2 ans, je sors, etc. C'est moi qui choisis, je démissionne, je cherche, etc. Et j'ai jamais compris le pourquoi. Pourquoi je fais ça? D'ailleurs, ton entourage te dit, mais pourquoi tu fais ça? Si tu restes dans cette société pendant 10-15 ans, tu vas être promu, etc. Et puis, non, je prenais cette décision d'une manière simple, sans voir les conséquences. Et puis, par la suite, des années après, lorsque j'ai fait du coaching, j'ai appris que j'avais des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes, par rapport à pas mal d'entreprises, qui me poussaient d'une manière vraiment instantanée à quitter n'importe quelle entreprise après un laps de temps bien défini de 2-3 ans. Je ne vais pas vous casser la tête avec ces croyances, mais bon, pour vous montrer que l'impact des croyances sur les décisions et les choix de la personne. Alors, si on part dans une entreprise, on fait face à beaucoup de défis, à beaucoup de challenges. Déjà, il y a le changement journalier de l'environnement de travail, de l'environnement dans le monde. Ça change, ça progresse. Les compétences qu'on a aujourd'hui sont plus adéquates dans 1 mois, dans 1 an, dans 6 mois. Il faut toujours avoir cette capacité de progresser, d'avancer, de se former. Il y a la gestion des conflits. Des conflits. Il y a la gestion du temps. Il y a aussi cette histoire que j'ai parlé tout à l'heure de l'alignement avec soi, les besoins, l'histoire de motivation. Est-ce qu'on est motivé après 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans de travail dans le même poste? La motivation, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Ma rentabilité dans l'entreprise, ma cohérence avec l'équipe avec qui je travaille, la prise de parole en public, la réalisation des objectifs personnels et professionnels. Il y a aussi la partie personnelle qui influence souvent mon état d'esprit au niveau de la société aussi, ma vie personnelle. Ben, tout ça, ça montre que chacun de nous a besoin de se faire coacher de temps en temps pour faire face à ces défis qui sont énormes par rapport à chacun de nous. Vous savez que on parle du changement à travers ce qu'on appelle une méthode qu'on appelle l'effet cumulé. Je ne sais pas ce que vous savez, qu'est-ce que c'est. L'effet cumulé, eh bien, le changement de chacun de nous se fait de cette manière. Alors, l'effet cumulé, c'est quoi? C'est le fait de faire un petit effort chaque jour pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et puis, après 6 mois, 1 an, 2 ans, on va constater que le changement est énorme. Et souvent, c'est le début qui est difficile parce que l'être humain veut toujours avoir des résultats le plus tôt possible. On n'est pas dans la continuité. Ben, on prend l'exemple de quelqu'un qui fait du bodybuilding, par exemple, de la musculation. Ben, il part à la salle de sport, il fait une séance d'1 heure chaque 2 jours pendant 1 semaine. Il se pointe devant le miroir, il voit, il regarde et puis il voit qu'il n'y a pas de changement. Il va dire, oh, ben, ça ne sert à rien. Pourquoi je me tape 3 ou 4 heures d'entraînement par semaine, je paie tant, etc. Bon, ce n'est pas intéressant, je laisse tomber. Ou bien 2 semaines, je laisse tomber, 3 semaines. Alors qu'une personne qui va s'entraîner et maintenir la cadence pendant 6 mois, il va se mettre devant les miroirs. Après, il va voir le changement. Après 2 ans, il va voir le changement. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est pareil pour les formations, c'est pareil pour le coaching, c'est pareil pour n'importe quel domaine dans le monde. Il nous faut dresser un objectif, travailler là-dessus d'une manière continue, et avoir un peu de patience et un peu de. Alors, la gestion de conflits, il y a des techniques bien spécifiques. Et ce qui est important pour le coaching, très important pour les personnes. Le coach va accompagner la personne pour qu'il soit par la suite autonome. Moi, je ne suis pas intéressé pour que je reste avec la personne pendant toute la vie. L'important, c'est accompagner cette personne pendant une période bien déterminée pour qu'il soit autonome par la suite à régler ce problème. Gestion de conflit,
On va l'accompagner à travers des techniques bien spécifiques de mettre en place pour qu'il arrive par la suite à être autonome pour gérer des conflits, ces conflits, et peut-être même des conflits entre personnes. Pareil, l'amélioration de la communication aussi. On a constaté, il y a à peu près 3 ans, moi et un collègue, on faisait des team building pour des sociétés et on a constaté un constat qui est majeur et on a cherché, pour vous expliquer un petit peu l'impact qu'on a eu pendant notre enfance sur notre travail par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les personnes, les cadres supérieurs ont beaucoup plus de mal à communiquer entre eux, ont beaucoup plus de mal à travailler en groupe que les employés simples qui n'ont même pas le bac. Alors, on s'est penché, ce n'est pas une seule entreprise, je parle de dizaines d'entreprises. Alors, on se dit, il y a quelque chose là. Il y a peut-être une relation entre le fait d'avoir un niveau élevé de scolarité et cette incapacité de cohésion de travailler en groupe. On s'est penché sur l'affaire, on a vu des études qui ont été faites aussi à l'international et on a trouvé le responsable de tout ça. Alors, le responsable, c'est notre système éducatif, bien sûr. Alors, le système éducatif, la personne rentre dans une école depuis l'enfance, il s'assoit seul, il n'a pas le droit de parler avec la personne à côté, il passe l'examen seul, et souvent pas de travail en groupe, pour le système éducatif particulièrement au Maroc, et on passe 12 années de formation de cette manière, jusqu'au bac. Et souvent, même après le bac, c'est le même système qui va continuer de recevoir des informations et travailler seul pour obtenir un diplôme, une mémoire de fin d'études, etc. Et après 15 ans, 16 ans, la personne est dans l'entreprise et on va lui demander de travailler en groupe. Et là, ça va être la cata. Ce n'est pas parce que la personne ne veut pas, mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'habitude. Il y a des croyances, il y a des schémas de pensée qui sont installés, qui font que la personne préfère travailler tout seul et non pas en groupe. Je ne généralise pas, mais je dis que c'est un constat qui représente une bonne partie de la population des entreprises. Alors, ce système d'éducation qu'on a eu pendant des années va nous imposer des croyances limitantes qui vont nous limiter pendant la période de travail. Alors que normalement, cette étude est censée préparer la personne au marché du travail. C'est la même chose en ce qui concerne la créativité. C'est que la créativité descend tout en poursuivant avec le système éducatif actuel. L'orientation objectif aussi. Il y a un problème d'orientation objectif. C'est que la personne est éparpillée, la gestion de temps, etc., etc. Alors, dans les entreprises, normalement, lorsqu'on est face à une entreprise, la première des choses à faire, c'est ce qu'on appelle, on fait ce qu'on appelle un baromètre psychologique. Il y a une entreprise constituée de 12 personnes, 14 personnes, 15 personnes. On va s'asseoir avec le top management, bien sûr. On va essayer de voir quels sont les objectifs, quelles sont les lacunes, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer au niveau de l'entreprise, leurs objectifs. C'est très bien. Et puis par la suite, on passe à la deuxième étape, ce qu'on appelle un baromètre psychologique. Ce sont des questionnaires qu'on va distribuer et qu'on va demander aux personnes de répondre d'une manière très correcte. Et ce qui est important, c'est qu'ils ne vont pas mettre de nom sur les faits. Ça veut dire que ce n'est pas nominatif. Personne ne va savoir qui a écrit ça. Et ce sont des questions bien précises, bien travaillées, qui vont directement à ce qu'on appelle l'inconscient de la personne, avec une comparaison questions et réponses pour trouver l'aspect psychologique de la personne. Et on va dresser ce qu'on appelle un bilan global psychologique des cadres, des personnes de l'entreprise. On va savoir le degré d'esprit d'équipe dans l'entreprise, le degré de motivation, les personnes au sein de l'entreprise, comment ils se voient dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans dans l'entreprise, comment l'équipe est perçue, comment le manager est perçu, comment l'avenir de la société est perçu, est-ce qu'on fait confiance à la politique d'entreprise ou non, est-ce qu'on est en manque de formation technique
et psychologiques pour intégrer mieux une équipe ou un projet. Bref, on va sortir avec une quantité, des tonnes d'informations très précises et très intéressantes pour le top management, ce qui va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle un plan de coaching individuel par personne et un plan de coaching global pour des équipes et pour des groupes bien spécifiques à cette entreprise et par personne. Et ça va nous aider à accompagner cette personne ou les personnes et l'entreprise à accélérer l'évolution, accélérer le degré de cohésion, accélérer le degré de progression des indicateurs d'entreprise, à savoir le chiffre d'affaires, les marges, etc. Alors, pour le sens, tout à l'heure, j'ai parlé de la pyramide de Dietz, où j'ai dit qu'il y a l'environnement qui va nous influencer et que nous aussi, on va influencer notre environnement. Il y a nos comportements qui sont parmi les choses à régler facilement. Changer un comportement, ce n'est pas très compliqué. Et puis, il y a les capacités, le manque de capacité chez les personnes, et puis leurs croyances, et puis l'identité, et puis il y a le sens. Alors, je vais parler du sens. Alors, le sens, c'est très fort au niveau de notre société, de notre culture. Le sens, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les choses qui sont beaucoup plus grandes que nous et qu'on considère beaucoup plus importantes que nous. Et parfois, on fait des choses pour faire plaire à cette entité qui est là, qui est forte. On parle de famille, j'ai dit tout à l'heure, culture, voisinage, etc. Et ça influence énormément notre rentabilité, notre motivation, notre degré d'intégration dans les entreprises. Et c'est parmi les choses sur lesquelles on doit travailler en étant conscient qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour arriver à cette fin. On peut offrir le bal à des questions encore? Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, j'ai Oui. dû fermer la porte parce qu'il y a un peu de bruit dehors. Alors, je commence par les gens de Zoom ou je fais l'exception et je commence par Facebook? Parce que les plus interactifs, Vous voulez. alors, par les plus interactifs ou par les moins interactifs? Je vous implique, hein. J'ai peur. Commencez par les plus interactifs. Là. Par les plus interactifs. Ouais, chaud. Alors, le plus interactif, il lève la main. C'est Khalid Diaziri, donc je vais lui donner la parole. C'est Khalid Diaziri, vous avez la parole, donc vous pouvez activer votre micro. Merci. Oui, merci. Merci Serge Salaf. Merci coach. Bonjour tout le monde. Alors, ma question, c'est concernant le coaching. Est-ce qu'il y a des spécialisations au niveau de coaching? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des coachs qui sont spéciaux en coaching professionnel, coaching personnel, etc. Ou bien n'importe quel coach peut faire, il peut intervenir dans n'importe quel besoin. Voilà. Et merci beaucoup. Est-ce Merci beaucoup, que ma Yaziri. question est claire? Merci. Très clair. Si je peux me permettre de reformuler. Oui. Alors, c'est clair. Alors, il y a des spécialités pour le coaching. Alors, si on prend l'exemple de la PNL dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un parcours de coaching PNL qui est généraliste, qui va voir tous les aspects, qui prend un peu de temps, mais on peut se spécialiser dans on parle par exemple, le coaching familial. On peut se spécialiser dans le coaching familial, la thérapie de couple, le coaching des enfants, les adolescents, etc. On peut se spécialiser dans le coaching éducatif, dans le domaine de l'éducation. On peut se spécialiser dans le coaching mental sportif. C'est intéressant aussi. Il y a des écoles qui font ça.
Et on peut aussi se spécialiser dans le master coach corporatif, dont on a parlé tout à l'heure, le coaching spécial pour les entreprises. On peut se spécialiser aussi dans la process-com, ce qu'on appelle la process-com. Ce n'est pas du coaching, mais c'est très important d'avoir cette capacité d'étudier la process-com, qui est une discipline extraordinaire qui va vous aider à être un coach de communication spécialisé dans la communication, tout type de communication, interpersonnelle, professionnelle, personnelle, etc. Alors, dans la majorité des cas, les personnes que je connais moi personnellement commencent avec un parcours qui va regrouper tout, et puis par la suite, on va voir quel est le type de coaching qui va nous parler. Parce que souvent, on se spécialise dans un type de coaching. Même si on a étudié beaucoup de branches, on va se spécialiser, on va se spécialiser dans un type de coaching. Alors, si on sait ce qu'on veut dès le début, vaut mieux aller directement vers un coaching spécialisé qui correspond à nos besoins. Sinon, on a une formation généraliste de coaching et par la suite, en pratiquant, on va se diriger directement vers une spécialisation qui va nous parler à l'intérieur de nous. C'est clair? Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Parfait. Alors, j'en ai d'autres. Alors, j'en ai encore 3. J'ai une question de Naïma Hafid, de Abdinbé Wardaq, et une autre question de Naïma Hafid. Je vous demande juste de patienter un petit moment, le temps de prendre quelques questions de Facebook, comme ça on fait pas de différence entre les deux. Oui. Ok. D'accord. Alors, j'en ai une qui a été posée tout à l'heure par le CDD en personne, par le club des dirigeants. Quelle est la différence entre un coach et un mentor? Ok. Alors, un coach, il peut être mentor, comme il peut pas l'être. Alors, le coach, c'est une personne qui va avoir une relation de confiance avec l'autre personne, le coaché. Il va essayer de l'accompagner, il va l'accompagner à déterminer son objectif. Il va l'accompagner lui-même à voir quels sont les freins qui ne laissent pas cette personne atteindre ses objectifs. Il va l'accompagner en mettant en place des techniques, des outils de coaching spécifiques pour aider la personne à arriver aux objectifs voulus. Alors le mentor, c'est particulièrement quelqu'un qui va influencer, qui va te guider à travers ce qu'il fait lui-même, avec sa personne. On a tous des mentors. C'est des personnes, quand on est attiré par ces personnes, on se voit dans ces personnes, on aimerait bien être comme eux dans des aspects bien spécifiques. Par exemple, dans la PNL, on parle de ce qu'on appelle la modélisation. La modélisation, d'ailleurs, la PNL a commencé par la modélisation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? C'est modéliser une personne ou quelqu'un qui a des capacités que nous, on n'a pas et voir comment lui, il arrive à les développer. C'est un processus un peu très compliqué. Pour vous dire, c'est carrément l'avant-dernier module de formation dans la formation de PNL. Mais ça consiste à ça, c'est que des PNListes qui ont modélisé des personnes très connues, Walt Disney, Leonardo da Vinci, beaucoup de personnes par rapport à un aspect de leur personnalité, la créativité, la gestion du conflit, la communication, etc. Alors les mentors sont des personnes qui sont là, qu'on voit en eux des aspects, des capacités qu'on aimerait développer et qu'eux, ils nous attirent vers le haut en nous aidant en quelque sorte à essayer d'être comme eux ou même les dépasser à travers le travail sur soi. Merci beaucoup, c'est Aziz. Alors, je repose la question au club des dirigeants qui a posé la question. Si ce n'est pas clair, merci de revenir vers nous. Oui. Alors, je vais en prendre une autre. Et cette fois-ci, une question de M. Saïd Raghaï. Alors, par respect à toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous suivent, une décision a été prise
de ne poser que les questions qui viennent de personnes identifiées, c'est-à-dire des personnes avec des profils sur lesquels il y a leur nom et prénom et une photo de profil. Donc, M. Saïd Rghaï nous dit quels sont les problèmes rencontrés lors des séances de coaching. L'opération coaching repose-t-elle sur certaines bases à respecter pour atteindre les objectifs souhaités? Je crois J'ai qu'il pas en bien a entendu une autre, la j'ai pas bien entendu la deuxième. deuxième question. La deuxième, oui. Alors, l'opération de coaching repose-t-elle sur certaines bases à respecter pour atteindre les objectifs souhaités? C'est-à-dire quelles sont les bases à respecter pour atteindre les objectifs Ok. ou les étapes. Ok. Il en a une autre. Mhm. Êtes-vous pour ou contre l'auto-formation? L'auto-formation. Ok. Alors, les problèmes qu'on rencontre dans des séances de coaching, c'est, j'appellerai pas ça des problèmes, mais des défis. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que parmi les capacités que doit avoir un coach, c'est cette capacité de flexibilité. Il faut être flexible. Parce que souvent, dans une séance de coaching, on retrouve des problèmes face à la définition de l'objectif lui-même de la personne. Souvent, on a des personnes qui sont perdues, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et là, ils disent, je ne me sens pas bien, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que je veux. Ça, c'est un défi pour un coach d'accompagner la personne vraiment l'objectif principal de sa vie ou l'objectif actuellement intéressant pour lui. Il y a parfois, lorsqu'on rencontre que des personnes, ils ont plusieurs croyances limitantes, plusieurs schémas de pensée limitantes à traiter en même temps, ça va rendre la tâche un peu plus difficile. Mais c'est un défi aussi à faire. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, la troisième chose que je crois que c'est un défi aussi, lorsqu'on rencontre des personnes qui ne sont pas prêtes à travailler sur eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à fournir l'énergie nécessaire pour le changement. Alors, les bases pour atteindre un objectif, d'abord, il y a des critères pour avoir un bon objectif. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui connaissent les critères SMART, mais nous, on ajoute d'autres critères. Alors, pour qu'un objectif déjà soit un objectif réalisable, il faut qu'il soit, premièrement, formulé termes positifs. Je veux plus stresser, c'est négatif. On doit le remplacer. Qu'est-ce que tu veux à la place? Je veux être plus calme. Là, c'est un objectif. Il doit être un objectif réalisable. On ne va pas mettre en place des objectifs irréalisables. Je veux devenir millionnaire dans un mois, ce n'est pas réalisable, mais ça peut devenir réalisable. Je peux devenir millionnaire dans 5 ans. Il faut que ce soit contextuel. Il faut que nous, on soit les seules personnes responsables pour atteindre cet objectif. Parce que si c'est une autre personne qui est responsable, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas changer d'autre personne. On travaille sur nous-mêmes, alors qu'il faut que ce soit un objectif qui nous concerne. J'ai dit tout à l'heure écologique, c'est-à-dire écologique pour moi et pour l'entourage. Parce que souvent, lorsqu'on prend des objectifs qui ne sont pas écologiques pour l'entourage, ça pose un problème. Quelqu'un qui a un objectif de faire le tour du monde en une année et il est marié avec des enfants, c'est peut-être que ce n'est pas écologique pour sa femme et ses enfants. Peut-être qu'on va travailler pour lui pour réduire une année à un mois ou quelque chose comme ça. Donc, ça doit être écologique. Alors, ça, ce sont les critères d'un bon objectif. Par la suite, il y a ce qu'on appelle, il faut un bon coach, il fait sortir ce qu'on appelle le méga objectif ou bien le méta objectif. Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui arrive avec un objectif d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer, ça peut être positif et négatif. Bon, on fait une science, on fait ce qu'on appelle, nous, le morcelage vers le haut, le morcelage horizontal et le morcelage vers le bas, sur le terme technique, pour savoir est-ce que c'est l'ultime objectif vraiment qu'il veut, ou bien c'est un objectif intermédiaire, mais le méga objectif, c'est autre chose. Par exemple, cette personne, on lui pose des questions, etc., et on se rend compte qu'il veut faire du sport, il veut arrêter de fumer, je m'excuse, pour avoir un bon corps, et il va avoir un bon corps pour s'habiller correctement,
il va s'habiller correctement pour avoir une place dans la société, il va avoir une place dans la société pour se réaliser, et ainsi de suite. Et on va trouver que l'objectif, méga objectif, c'est se réaliser. En fait. Alors, il va arrêter de fumer parce qu'inconsciemment, il croit que le fait d'arrêter de fumer va l'aider à se réaliser. Et là, lorsqu'on va trouver le méga objectif, on va donner ce qu'on appelle le choix. Le choix pour la personne de garder le même objectif ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres objectifs qui vont lui permettre de se réaliser à part le fait d'arrêter de fumer. Vous avez bien compris, c'est qu'on va lui donner le choix. Peut-être qu'il va dire oui, non, non, je vais arrêter de fumer, ou on va dire non, non, il y a d'autres choix. Peut-être que je vais faire du sport, peut-être que je vais créer une association, peut-être que je vais faire de la politique, bon, bref. Et par la suite, peut-être qu'on va se retrouver avec un objectif complètement différent de l'objectif voulu au début. Et ça, c'est le rôle de coach. Parmi les présupposés, il y a les croyances du coaching. Je n'ai pas parlé beaucoup tout à l'heure, mais c'est bien d'y revenir. Si quelque chose ne marche pas, fais autre chose. Si quelque chose ne marche pas, fais autre chose. C'est très simple. Souvent, on reproduit les mêmes comportements, on reproduit les mêmes attitudes, les mêmes choses qu'on fait chaque jour, et puis on s'attend à un changement. Ce n'est pas possible. On fait la même chose, on a les mêmes résultats. Alors, tout simplement, si on fait des choses et ça ne marche pas, il suffit de changer. Et on va apprendre à travers ça. C'est ce qu'on a fait depuis notre enfance. On apprend à marcher, on apprend à parler, on fait des erreurs, on rectifie, et puis par la suite, on arrive à une solution. D'ailleurs, c'est ce qu'Einstein qualifie de folie. De folie, voilà, exactement. Le changement, je vais vous donner un petit exemple qui n'a rien à voir avec l'entreprise parce que je l'ai eu il y a à peu près 8 mois de ça et ça m'a vraiment... c'est le changement d'un petit comportement simple. J'avais une cliente, une femme, qui avait toujours un problème avec ses enfants. Chaque fois qu'il rentre de son travail, dès qu'il ouvre la porte, la première chose qu'il voit, c'est l'état de la maison. Ah, l'état lamentable, il y a des chaussures partout, c'est sale ici, machin, et puis il s'énerve, et puis les discussions avec ses enfants, ça dégénère, et bon, toute la soirée, ça devient toxique. Et c'est un processus qui se répète chaque jour. Chaque jour, il fait la même chose, chaque jour la même chose, il s'attend à ce que ça change. Ben, je lui dis, puisque tu fais la même chose, ça ne change pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, je l'ai amené, je l'ai accompagné pour qu'il comprenne elle-même que ça serait bien de changer. Au lieu de commencer par le matériel, tout ce qui est matériel, on va commencer par tout ce qui est humain. Changement de tactique. D'ailleurs, ça, c'est un conseil que je donne à tous les parents de faire à la maison lorsqu'ils rentrent. Alors, lorsqu'on rentre, on a le matériel, on a le salon, on a la cuisine, on a la salle de bain, machin, et on a nos enfants, notre conjoint. Alors, dès l'entrée, on commence à se focaliser sur l'humain. Bonjour, on prend les enfants en câlin, comment vous avez passé la journée, vous m'avez manqué, etc. Un petit baiser, un petit câlin, machin. Et par la suite, on peut parler de tout ce qui est matériel. Ah, c'est pas bien, pourquoi vous avez fait ça, il fallait mieux faire ça. Là, ça change la donne. Ça change carrément la donne. Alors que lorsqu'on commence dès le début par tout ce qui est matériel, on ignore l'humain, ça dégénère. Et croyez-moi que dès qu'il a changé sa stratégie, parce qu'on appelle ça une stratégie, on fait des stratégies dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a des stratégies de sommeil, des stratégies de réveil, des stratégies de déjeuner, des stratégies de travail, des stratégies de... On a des stratégies dans la tête, même si on n'est pas conscient de la chose, mais on a des stratégies qu'on met en place chaque fois qu'on est face à une situation X. Et si ça ne marche pas, il suffit de changer la stratégie. Voilà, je crois que c'est répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en prend une autre. Et j'ai une question de... Excusez-moi, j'ai oublié l'auto-formation. J'ai oublié et m'a posé la question, est-ce que je suis pour l'auto-formation en coaching? Écoute, c'est certes que je suis pour l'auto-formation pour tout faire. C'est bien de s'auto-former. C'est super d'apprendre des langues, le coaching, lire des livres, etc. Sauf que c'est préférable pour le coaching de pratiquer. Parce que, vous savez, la formation qu'on fait au niveau du coaching,
on va dire que c'est 30% à peu près, 30% de formation académique et on a à peu près 70% de pratique. Et la pratique, c'est très important parce que le coaching, il ne suffit pas d'apprendre un livre par cœur et dire ouais, non, il faut pratiquer, il faut faire des petites erreurs, rectifier. Le groupe avec toi, il te donne des conseils, etc. Et puis tu t'améliores petit à petit en faisant la formation, en pratiquant. D'où l'intérêt vraiment de faire des formations à l'extérieur dans des écoles certifiées pour avoir cet aspect de pratique qui est très intéressant. Mais l'auto-formation, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Lorsque j'ai débuté mon formation, j'avais lu plusieurs livres de Robert Dietz, de Gellegen aussi, j'ai lu quelques livres de Freud aussi, etc. Ils m'ont beaucoup aidé pendant la formation, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Merci beaucoup. Alors, une autre question de M. Fassif Fihri depuis Facebook et qui rejoint un peu ce que vous disiez, qui va dans le sens de la même question de l'auto-formation ou des écoles à intégrer pour devenir coach. Quelles sont les écoles de coaching certifiées ou agréées au Maroc? Franchement, j'ai pas une liste vraiment exhaustive où je peux dire voilà. Moi, je dirais d'abord agréé par qui et est-ce que l'organisme qui va porter cet agrément, est-ce qu'il est déjà agréé? Écoute, c'est tout à mon sens, c'est tout un sujet à débattre. C'est tout un sujet à débattre, mais ce qu'il y a, c'est que il y a des associations internationales qui sont correctes, qui se trouvent au niveau des États-Unis, du Canada et d'Europe, qui sont reconnues mondialement, que ce sont des associations d'écoles de coaching qui sont sérieux. Et eux, ils donnent leur accréditation à des écoles avec des critères, des cahiers de charges, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement avoir ceci, cela. Ils ne doivent pas attendre à travers les autorisations. Alors, il faut voir ces écoles, est-ce qu'ils sont accrédités dans des institutions. À la fin de ce direct, je vais faire des commentaires de liens des sites web des institutions. Des institutions de coaching international qui reconnaissent ces écoles, qui accréditent les écoles à travers le monde qui sont reconnues. Comme ça, les personnes peuvent entrer dans ces sites et voir quelles sont les écoles reconnues au Maroc. À ma connaissance, il y a à peu près trois écoles qui sont reconnues au Maroc, il n'y en a pas plus. Je ne vais pas faire de publicité dans l'école où j'ai étudié, parce que je ne vais pas faire de publicité, mais il y a des écoles qui sont accréditées. Je vais vous envoyer le lien après le live, et comme ça, vous allez pouvoir entrer et voir. Deuxième chose, il faut voir le programme. Dès que vous voyez une formation de coaching de 3 jours, de 7 jours, de 2 semaines, il faut savoir que c'est du n'importe quoi. On ne peut pas devenir coach au bout d'un week-end ou au bout de 3 week-ends de suite ou 4 week-ends de suite. Ça n'existe pas. Il faut que la formation ait on parle vraiment d'un minimum. Mais vraiment, si on veut avoir une bonne formation, c'est 500 heures de formation pour être vraiment un coach à la hauteur. Alors, regardez le nombre d'heures de formation, le programme, les formateurs. Regardez la bibliographie des formateurs qui vont vous former au niveau des écoles, quels sont leurs diplômes, est-ce qu'ils sont accrédités eux aussi, etc. Et puis, vous allez avoir une idée globale sur l'école. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas pousser plus loin sur le débat. Hein, parce que justement, j'ai ma petite idée là-dessus et je crois que le meilleur coach encore vivant n'a jamais été certifié par aucune des organisations de certification. Alors, je disais la question de Abdelmbe Wardaq. Que pensez-vous de cette équation? Motivation, engagement, bonne rentabilité. C'est-à-dire motivation égale à l'engagement qui est égal à la bonne rentabilité. Motivation, engagement et rentabilité. Engagement. Il y a un élément qui manque au départ. Écoute, avant la motivation, il faut avoir
on parle, il y a cette question existentielle où il y a un débat mondial sur est-ce que toute personne épanouie est rentable et est-ce que toute personne rentable est épanouie. Moi, personnellement, je crois que toute personne épanouie dans son travail est rentable, obligatoirement. C'est rare, bon, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'épanoui qui n'est pas rentable, qui n'est pas bon, qui n'est pas inspirant, qui n'est pas bien. Par contre, toute personne rentable n'est pas forcément épanouie. On peut trouver des personnes très rentables, mais ne sont pas épanouies du tout. Alors, l'équation, c'est que nous, on s'intéresse beaucoup à l'épanouissement au sein de n'importe quelle entreprise. Alors, l'épanouissement, ça donne de la motivation, de l'engagement et de la rentabilité. On ne peut pas être rentable vraiment si on n'est pas motivé, et on ne peut pas être rentable si on n'est pas vraiment, on n'est pas engagé. Je vais ajouter, c'est que pour donner ce qu'on appelle du temps et de l'attention à n'importe quelle chose dans la vie, parce que pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut donner deux choses. On parle du temps et de l'attention. Si on donne beaucoup d'attention sans beaucoup de temps, c'est difficile de réussir. Si on donne beaucoup de temps sans attention, c'est difficile. Alors, dans n'importe quel domaine, y compris l'entrepreneuriat, beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Et à qui on donne beaucoup de temps et beaucoup d'attention, normalement, c'est soit la chose qu'on aime ou soit la personne qu'on aime. Lorsqu'on aime une personne, on lui donne beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Lorsqu'on aime quelque chose, on lui donne beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Alors le secret, là, c'est comment rendre cette personne qui travaille dans une entreprise, il aime cette entreprise, il s'intègre dans cette entreprise, il se voit dans cette entreprise sur le long terme, ce qui va lui permettre de donner le maximum de temps et d'attention, ça veut dire l'engagement, la motivation pour être rentable. Merci beaucoup, c'est Aziz. Alors, je vous rappelle qu'il nous reste 10 minutes. On va prendre quelques questions. Donc, si vous voulez qu'on parte toutes les questions, il va falloir être aller moins dans les détails, s'il vous plaît. Alors, la question de Naïma Ahfed, quels sont les thèmes les plus récurrents pour lesquels vous êtes le plus sollicité en tant que coach en entreprise? C'est simple. Malheureusement, au Maroc, il y a beaucoup. Le premier thème, c'est la gestion de conflits. Tout le temps, on est sollicité pour accompagner les gens pour les gestions de conflits. Il y a des conflits. Il y a deuxièmement l'amélioration de la communication interne et externe au sein de l'entreprise. Et le troisième thème, le plus important, c'est accompagner l'entreprise dans un changement majeur de stratégie et d'objectifs. Il y a un thème qui revient dernièrement beaucoup, ces 2 dernières années, qui est très intéressant, c'est la préparation de la relève. Et ça, on l'a débuté, ça fait 2 ans, personne ne voulait, mais maintenant, il y a vraiment les personnes ont compris que il y a une étude qui a été faite au Maroc et en Europe qui a montré que le premier défi de n'importe quelle entreprise familiale, on parle des entreprises familiales parce qu'il y en a beaucoup au Maroc, le tissu économique est constitué d'une bonne partie d'entreprises familiales. Alors le plus grand défi, c'est assurer la continuité. Après que le gérant, le manager ou le comité de direction vont disparaître, vont laisser tomber la société, vont mourir, etc. C'est qu'on retrouve qu'il y a beaucoup d'entreprises, dès que le patron n'est plus là, tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé le relais. Alors, il y a toute une stratégie d'accompagnement aux entreprises pour essayer de préparer le relais, pour sortir de cet aspect d'entreprise familiale où la décision est centralisée au niveau de 2 personnes, 3 personnes, etc., à une entreprise beaucoup plus moderne, beaucoup plus structurée et organisée pour permettre une continuité d'existence au-delà de toute
de tout défi. Merci Voilà. beaucoup, c'est Aziz. Alors, je vais prendre une question que j'avais loupée tout à l'heure. Elle nous vient de Bouyakoub Nourdine. Recommandez-vous l'auto-coaching? Ou peut-on atteindre ses objectifs avec l'auto-coaching à l'aide des outils, d'éditos, Internet, formation en ligne, et ainsi de suite? Je crois Oui, que là, oui. vous y avez répondu tout à l'heure, en partie. Ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'à un Il y a, certain il y a- moment, il y a il deux, faut se retourner. Pardon, oui. allez-y. Il y a deux types d'auto-coaching. On parle d'auto-coaching pour la formation, faire de la formation personnelle. Je me forme personnellement pour le coaching. Ou bien se faire accompagner moi-même. Je me fais coacher moi-même. Alors, il y a des techniques d'auto-coaching et d'auto-hypnose qui existent, c'est vrai, et qui sont plus ou moins efficaces, ils sont bien si on respecte les étapes, on respecte les choses, et s'ils sont faites par des coachs bien formés, c'est bien, si c'est bien fait, ça doit être bénéfique. Alors, si seulement ça ne marche pas, si vous pratiquez ça et ça ne marche pas, vous aurez besoin peut-être de quelqu'un pour vous accompagner. Alors, pour terminer, il nous reste combien à peu près? 7 à 8 minutes. Ok, parfait. Je m'excuse, mais parce on a une autre conférence tout de suite après. Donc, il Je va sais, j'ai falloir vu que vous avez concurrence se à préparer. 16 heures. À 16 heures. Voilà. À 16 heures. Ah, exactement. Alors, moi, la dernière chose, que je vais parler de détermination de l'objectif. C'est un sujet qui me tient à cœur beaucoup, puisqu'il ne me reste que 8 minutes. Je veux que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui se posent cette question, est-ce que j'ai des objectifs dans la vie? Est-ce que j'ai mis en place des objectifs dans la vie? Est-ce que j'ai des objectifs professionnels? Est-ce que j'ai des objectifs familiales? Est-ce que j'ai des objectifs de vie? Ou bien je suis le cours de ma vie comme ça, je me réveille le matin, je vais au boulot, je reviens, je prends un café. Attends, avec le confinement, il n'y a pas de café, il n'y a même pas de café. C'est Aziz. Si vous le Décidé. permettez, j'ai encore plusieurs questions des auditeurs et j'ai envie qu'on y donne une réponse. Ok, Donc, ok, au lieu donnez-moi une minute. de développer, s'il vous plaît. Donnez-moi une Merci. minute et je termine. Alors, pour vous donner une petite métaphore, pour comprendre que la personne qui n'a pas d'objectif, vraiment, elle est dans une galère, c'est qu'on va prendre la personne et dire que c'est un bateau au milieu de la mer qui n'a pas de voile, qui ne connaît pas sa destination. On le met, il y a des vagues, il y a le vent, ils vont le ramener nulle part. C'est-à-dire qu'il va se retrouver aux États-Unis, au pôle Nord, au pôle Sud, en Europe, on ne sait pas. Et c'est ça, c'est la personne qui vit sa vie comme ça, sans vraiment objectif bien précis. Alors, par contre, si on a un objectif bien précis, arriver à un pays et on a le voile, on peut ajuster le voile pour arriver à un objectif bien précis, malgré que le vent est fort, il est de l'est, du nord ou du sud, on peut ajuster le voile pour arriver à notre objectif. Le vent pour tout le monde. Alors, il suffit de bien savoir comment mettre les outils nécessaires par rapport à ce vent pour arriver à ces objectifs. Alors, je suis à vous. Merci beaucoup, c'est Aziz. Alors, une question qui nous vient de M. Mokhtar Slimani et qui dit que le comportement humain est caméléon et il ne peut être sujet de modélisation. Est-ce qu'il existe des techniques pour appréhender ce comportement en vue de le maîtriser? Non. Alors, on modélise ce qu'on appelle l'excellence. On modélise l'excellence. Ça veut dire, on va trouver une personne qui est excellente dans la prise de parole en public. Dans d'autres aspects de sa vie, on ne sait pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cet aspect-là. Il est là, il réussit à attirer la foule, il y a des personnes, il a une aisance exceptionnelle. On va modéliser cette personne par rapport à cette compétence bien précise. OK? Comment se fait la modélisation? D'une manière consciente et inconsciente, on va voir quelles sont les stratégies en place, et le vécu qu'il a amené à faire ça, peut-être quelles sont les formations qu'il a faites, etc., pour arriver à ce résultat. Bref, on va tout voir pour essayer de modéliser un aspect bien spécifique de la personne et non pas la personne en général. Ce qu'on appelle la modélisation de l'excellence. Merci beaucoup, c'est Aziz. J'espère que ça a répondu à la question de M. Slimani.
vais juste jeter un coup d'œil pour voir si je n'ai pas de main levée, sinon je retourne vers les questions Facebook. Alors, il y a Rehan qui nous demande quelle est la différence entre un jugement et une pensée critique. Ah oui, ça c'est très important. Ah, le jugement, lorsqu'on on va analyser, interpréter une situation ou quelqu'un selon notre vision du monde. On le juge selon notre vision du monde. Alors que la critique constructive, c'est une critique basée sur des données bien scientifiques. On va voir d'une manière neutre son comportement ou sa façon de voir les choses et critiquer d'une manière constructive. Le jugement, souvent, c'est basé sur les émotions, sur les expériences de référence qu'on a. Et souvent, ça n'a rien à voir avec la réalité. La critique aussi est fondée sur sa propre perception. Je parle de critique Qu'elle soit... constructive. Je parle de la critique constructive, c'est une critique Parce que qui est basée sur la question qui a été posée, on ne parlait pas de critique constructive, mais de pensée critique. C'est-à-dire qu'elle pensée pourrait critique. On va dire pensée critique, c'est pareil, c'est presque pareil. Positive ou pas. C'est presque pareil. Je croyais que c'était la critique constructive. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Ah, je crois parmi l'audience sur Facebook, nous avons une coach du Canada. Ça s'appelle Je vous comment? fais un petit coucou, vous dis merci, c'est Souad Maroufi. Je ne sais pas, Souad Maroufi, je sais pas si vous connaissez. J'ai fait ma formation dans une école québécoise. Moi, la formation de coaching que j'ai fait, c'est dans une école québécoise. D'accord. Ici à Casa? Sans citer de nom, bien sûr. Non, je ne cite pas de nom. Alors, j'avais vu une question. Si j'ai sauté une question, n'hésitez pas à la reposer dans la minute qui suit parce que nous allons bientôt manquer de temps. Un dernier mot, c'est Aziz? Ben oui. Nous avons 2 minutes. J'aimerais bien que toute l'audience se réfléchisse sur cette question de coaching qu'on a évoquée aujourd'hui, parce que le coaching aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence dans tous les domaines d'activité à travers le monde. Si on regarde le domaine sportif, politique, économique, commercial, éducatif, etc., il y a toujours une touche de coaching derrière qui fait la différence, qui va rendre les gens beaucoup plus motivés, beaucoup plus compétents, beaucoup plus sûrs d'eux. Sur la sphère humaine aussi, c'est très important d'avoir ce développement personnel au cœur de nos priorités dans la vie pour essayer d'être en contact direct avec soi, en contact direct avec l'entourage, en contact direct avec toutes les nations qui nous entourent pour être dans cette art et paix intérieure qui va nous permettre en quelque sorte de vivre une vie plus apaisée et plus compréhensive. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. C'était vraiment un grand honneur pour moi. Je suis là. Si vous avez besoin d'autres choses, peut-être qu'on va développer d'autres sujets. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, avec un grand cœur. Le plus important, c'est essayer de partager le maximum possible des connaissances. Je remercie l'audience qui était parmi nous aujourd'hui, cette interaction. C'était très intéressant aussi. Et je vous souhaite bon Ramadan. Bon Eid aussi, parce que c'est pour bientôt. Et dernière chose, c'est ce confinement de corps, ce que j'appelle moi, c'est un confinement de corps, c'est aussi un déconfinement d'esprit. Considérez que c'est un déconfinement d'esprit, c'est une sorte de retraite psychologique que vous avez
On l'a cherché depuis des années. Il y a des personnes qui travaillent avec un rythme élevé, qui cherchaient une petite semaine pour avoir cette petite retraite. Eh bien, vous l'avez. C'est un confinement de corps, c'est un déconfinement d'esprit. Essayez de donner à votre esprit un élan pour cet alignement interne et pour revoir vos objectifs de vie à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est Aziz Mounir, pour le choix du thème. Nous avons débattu pendant 2 heures autour du coaching individuel dans l'entreprise avec coach Mounir Aziz. Au nom du club des dirigeants, je vous remercie pour le partage et pour votre générosité. Merci d'avoir été là. On espère vous revoir bientôt parmi nous. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Facebook, à toutes celles qui nous ont mis des petits pouces. N'hésitez pas, ne manquez pas de vous rendre sur la page de M. Aziz Mounir aussi et de lui mettre des petits pouces et de le suivre. N'hésitez pas, et je vous invite à suivre la conférence qui va suivre dans les 10 minutes, dans les 10 prochaines minutes. Mettez-nous des likes, mettez des partages, restez avec nous, apprenons pendant cette période ou ce qui reste de cette période de confinement et restons solidaires. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et je vous dis à tout de suite avec une autre thématique, le design thinking. Merci beaucoup. Si vous nous quittez. Merci, c'est Aziz et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine.